c'est de le mettre sous perfusion pour tenter de gagner un peu de temps. Le problème, c'est que ce temps coûte une fortune aux différents peuples européens. Ça a coûté très cher hier, ça coûte encore plus cher aujourd'hui, ça va coûter encore plus cher demain, puisque si j'en crois les manipulations qui sont envisagées du FESF, du MES, ce serait 1000 ou 1500 milliards qu'il faudrait trouver, et la part de la France étant à peu près de 20%, un petit peu plus de 20%, on voit mal comment l'on pourrait trouver dans un pays qui a 1700 milliards d'euros de dette l'équivalent de 200 milliards supplémentaires ou 300 milliards supplémentaires pour abonder le FSF. On voit bien donc qu'on est au bout du système. Mais évidemment, ceux qui ont conçu ce système-là, sauf à admettre qu'ils sont discrédités, vont tenter, encore une fois, de le maintenir au maximum. Mais la survie de l'euro est aujourd'hui complètement artificielle. Françoise Cognot. Bien, pour continuer, alors peut-être sur cette sortie de l'euro, je me suis dit, ça fait des mois qu'on annonce la mort de l'euro. L'euro ne devait pas dépasser, selon les mêmes économistes américains, l'année 2011. Finalement, quand on voit la parité avec le dollar, il se porte finalement pas si mal. Ce n'est pas tellement une crise de l'euro qu'une crise des institutions européennes. Mais ceci dit, la sortie de l'euro même avec nos partenaires, est-ce que ce n'aurait pas un vrai coût? C'est-à-dire que pour les entreprises, il est évident qu'on retrouverait les risques de change. Pour les citoyens qui ont l'habitude de bouger en Europe, là aussi, il y aurait à nouveau cette commission sur les taux de change qui faisait la joie des banques avant, d'ailleurs, entre parenthèses. Ce n'était pas la seule, mais bon, ils ont perdu des petites commissions, là, avec l'euro. Ça, c'est une première question. Est-ce qu'on peut envisager une sortie coordonnée de l'euro sans catastrophe et sans un vrai coût avec peut-être une dévaluation du franc, et on sait que dévaluation, ça veut dire inflation. Qu'est-ce qu'on peut faire pour empêcher... Non, on peut éviter l'inflation, mais cela exige des mesures qui ne sont pas toujours très très simples à mettre en place. Ce sont des mesures très rigoureuses. Et deuxième question, dans votre programme, pour aller un petit peu au-delà, où hier vous disiez que vous étiez prêt à taxer les importations. Oui. Et on sait, là, ce sont les leçons du passé, hein, c'est un simple constat, que quand on commence à rentrer dans ce cycle de taxation d'importation, il y a des rétorsions, et que l'une des rares leçons des années 30, c'est qu'on a mal géré la crise financière, et en plus de ça, on l'a aggravée avec une course au protectionnisme. Alors, beaucoup de questions en une seule, madame, en l'occurrence. Si je puis me permettre, vous cherchez à tirer les leçons d'hier, mais ce qui serait peut-être bien, c'est de commencer aussi par tirer les leçons d'aujourd'hui et faire le bilan de l'euro. J'ai le sentiment qu'on a vis-à-vis de l'euro un comportement quasiment religieux. Ah non, non. Si, parce qu'il y a peu d'analyses pragmatiques des conséquences économiques de l'euro. Oui. Bon, l'euro, depuis qu'il a été mis en place, on nous avait vendu que l'euro allait apporter la croissance, l'emploi, la prospérité. La réalité est exactement inverse de celle-là. La croissance de la zone euro a été la plus faible du monde dans les 10 dernières années. La plus faible du monde. L'idéologie ultralibérale appliquée à la zone euro, et qui en est le corollaire, a entraîné la disparition en France de 500 000 emplois industriels dans les 5 dernières années. Nous sommes engagés dans une désindustrialisation massive et dans une explosion du chômage. Notre balance de commerce extérieur aggrave chaque année son déficit dans des proportions qui sont maintenant vertigineuses. Bon. Le pouvoir d'achat des Français n'a eu de cesse dans les 10 dernières années de baisser, puisque l'euro a eu pour conséquence, même si ça a été longtemps caché par les pouvoirs publics, une explosion des prix à la consommation. Alors la vraie question, c'est peut-on rester dans l'euro ? Et encore une fois, si tant est, et je veux bien me mettre dans votre hypothèse, même si je ne la partage pas, que l'euro soit viable. Imaginons que l'euro soit viable. À quel prix ? Parce qu'aujourd'hui, on voit bien que, contrairement d'ailleurs à ce que vous indiquez, et je suis en désaccord avec vous, ça n'est pas une crise des institutions européennes, c'est bel et bien une crise de l'euro. Moi, je me souviens quand la Suède n'a pas voulu entrer dans l'euro, on lui a dit que ça allait être la catastrophe absolue, que ça allait être la ruine économique. Ils ont 4% de croissance.
Nous, on a 0. Après, je me pardonnez-moi, souviens- 10% d'austérité redoutable en Oui, Suède. oui, et parce que nous, non. Ah non, rien Ah à non. voir. Rien Non. à voir avec l'austérité suédoise. de Ah l'époque. oui, mais parce que ça va venir, madame, permettez-moi. Nous avons déjà eu le premier plan de rigueur, le deuxième plan de rigueur, la TVA sociale, dite sociale, en réalité antisociale, va être le troisième plan de rigueur. Et puis lorsqu'il va falloir sortir 300 milliards, emprunter 300 milliards pour le prêter au FESF, ou FMI d'ailleurs, permettez-moi de vous indiquer que ça va être quand même extrêmement compliqué, au moment où déjà nous n'empruntons que pour payer les intérêts de la dette. Moi, je suis désolé, mais tant qu'on ne m'apportera pas la manière dont on va pouvoir se sortir de cette situation avec l'euro, ce que personne ne s'oblige à faire dans les experts qui défendent cette monnaie unique, eh bien, je vous dirais que cette situation est arithmétiquement impossible à tenir. Maintenant, que l'on maintienne une monnaie commune, je suis en accord avec cela. On peut parfaitement imaginer que le retour aux monnaies nationales, c'est-à-dire la disparition de la monnaie unique, laisse persister une monnaie commune. Mais je crois que le cataclysme auquel cherche à nous faire croire un certain nombre d'experts est un mensonge. Du même type que celui pour la Constitution européenne. L'objectif est de faire peur aux Français, comme on cherchait à leur faire peur lors du référendum. On leur disait, si vous votez non à la Constitution, le soleil va s'éteindre, la période glaciaire va se mettre en œuvre, etc. Et en réalité, ils ont voté non, et il ne s'est rien passé d'autre que la trahison immense de leurs élites qui... allant à l'encontre de la volonté du peuple français pourtant largement exprimée, a fait passer exactement le même texte par l'intermédiaire des députés. Donc, sur la dévaluation maintenant, vous dites la dévaluation, c'est l'inflation. Non, c'est faux. Non, mais ça existe des mesures de rigueur extrêmement strictes. Non, c'est pas vrai. En 68, il y a eu une dévaluation en France, il n'y a pas eu d'inflation. Et je vous signale que la BCE a monétisé le 21 décembre 489 milliards et qu'il ne m'apparaît pas qu'il y ait une inflation qui soit la conséquence. Donc la création monétaire n'est pas obligatoirement une source d'inflation. Ça dépend où elle est injectée. Et vous le savez pertinemment. Bon, par conséquent, l'inflation peut parfaitement être maîtrisée. Même si, vous le savez pertinemment également, la dette est en réalité une retenue d'inflation. Bon, donc tout ça est une vaste hypocrisie économique. Quant aux rétorsions que vous évoquez, c'est déjà une rétorsion. La mesure que je propose est une mesure de justice. C'est une mesure de rétorsion, puisque un grand nombre de pays du monde ont des droits de douane, ont des quotas d'importation, taxent leurs importations, et nous sommes les seuls, isolés d'ailleurs, à ne protéger en aucune manière et en aucune circonstance nos secteurs économiques, avec les conséquences, encore une fois, que l'on connaît, puisque nous subissons de plein fouet la concurrence internationale déloyale. Il m'apparaît que les États-Unis protègent un certain nombre de leurs secteurs économiques. Nos fromages sont taxés très lourdement, les pneus chinois viennent d'être taxés pour protéger le secteur des pneus américains, l'acier, etc., etc. C'est l'intérêt de la liberté des nations à se défendre. Ça ne veut pas dire monter des murs, ça veut dire mettre des écluses douanières qui sont mobiles, qui sont flexibles, qui peuvent être modifiées et dont le but est effectivement de réguler la différence qui existe en termes de coût social, de coût environnemental, de coût de normes de sécurité. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on n'appliquera pas, en l'occurrence, de droits de douane sur des pays qui ont le même niveau économique que le nôtre et qui ne sont pas en concurrence déloyale avec nous. Maintenant, parallèlement, je pense que notre système de protection sociale ne pourra être sauvé que si on le fait financer en partie par les importations. Et c'est la raison pour laquelle j'ai proposé une taxation très légère de 3%, c'est-à-dire pas suffisante pour entraîner des mesures de rétorsion, que j'ai appelée contribution sociale à l'importation. Cette contribution sociale à l'importation de 3% permettra effectivement de financer notamment la relance du pouvoir d'achat par la mesure de la prise en charge par l'État de 200 € des taxes de cotisation salariale. Voilà. Question Jim Bitterman. Je voudrais poser une question sur l'immigration. Oui.
Cette semaine, le ministre de l'Intérieur a dit que France, pendant 2011, a expulsé 32 000 immigrants clandestins. C'est pas suffisant pour le Front National? Combien sont rentrés? C'est tout le problème. Le problème, c'est que M. Guéant joue sur les mots. La réalité, c'est qu'il y a eu, et on le sait bien en 2011, un afflux beaucoup plus important de clandestins, notamment à la suite des printemps arabes. On le sait pertinemment, il y a eu toute une série de débats d'ailleurs sur la manière dont les clandestins passaient par Lampedusa pour rejoindre la France. Donc l'année 2011 est une année où l'on sait qu'il y a eu beaucoup plus d'immigration clandestine que les autres années. Alors 30 000, ça veut rien dire. 30 000 sur quoi? 500 000? 1 million? 300 000? Il est évident que M. Guéant est dans une opération d'enfumage. De la même manière, et un article du journal Libération, avec beaucoup d'honnêteté, il faut bien l'admettre, l'a analysé, j'ai donné en ce qui me concerne les vrais chiffres de l'immigration légale, qui ont encore augmenté. Mais M. Guéant les conteste, alors même qu'en général, il donne les chiffres de l'immigration 1 an et demi après. Vous voyez, par exemple, les chiffres de 2009 ont été donnés en 2011. Mais là, en janvier, il est capable de nous dire quels sont les chiffres de l'immigration de 2011. La réalité, c'est que l'immigration ne cesse d'augmenter dans notre pays, qu'elle soit légale ou qu'elle soit illégale. Et M. Guéant aura beau torturer les chiffres, la réalité est celle-là, et ça pose évidemment un problème considérable sur la capacité de Nicolas Sarkozy à régler ce problème de l'immigration. Et les immigrants légaux, ils ne donnent rien au pays? Ils peuvent donner au pays, monsieur, quand il y a de l'emploi. Le problème, c'est qu'en France, il y a 5 millions de chômeurs. Il y a 1 200 000 foyers qui attendent un logement social. 5 millions. Il y a des centaines... On a 5 millions, on n'a pas 5 millions de chômeurs. Si, il y a 5 millions de chômeurs. Si vous mettez A plus B plus C, plus ceux qui ne sont pas inscrits parce qu'on les a rayés du chômage, plus ceux qui ne s'inscrivent pas parce qu'ils savent qu'avec le nombre de chômeurs qu'il y a, c'est même pas la peine de s'inscrire, il y a 5 millions de chômeurs. Il y a près de 10% de chômeurs dans notre pays. Bon. Or, le fait en matière de logement ou en matière d'emploi, accueillir 200 000 personnes légalement dans notre pays chaque année, alors que nous n'avons pas d'emploi à leur offrir et pas de logement à leur offrir, constitue une véritable folie politique, mais également une folie économique. Parce que si les étrangers qui entrent dans notre pays ne peuvent pas subvenir à leurs propres besoins, qui va répondre à ces besoins? La communauté nationale. Avec un système de protection sociale qui est un système très avantageux pour eux, très généreux, il faut bien le dire, mais qui pèse sur l'ensemble des Français. Or, nous n'avons plus les moyens de cette générosité. Je crois qu'il faut avoir en même temps le pragmatisme et l'honnêteté de le dire. Nous n'avons plus les moyens de prendre en charge 200 000 personnes qui entrent chaque année, qui est l'équivalent quand même de la ville de Rennes, c'est quand même pas rien, sur notre territoire. Nous ne pouvons pas les loger. Nous n'arrivons plus à les soigner, notre système de santé est en train de s'effondrer, nous ne pouvons plus assumer la scolarisation de leurs enfants parce que nous avons des déficits qui se creusent d'année en année et 1 700 milliards d'euros de dettes, et que nous n'avons plus d'emplois puisque nous ne créons plus d'emplois. Aujourd'hui en France, nous en détruisons plus que nous en créons. Voilà. Alors, avant de passer la parole à nos amis qui sont dans la salle, je voudrais vous poser une question, Mme Le Pen. Nous sommes à l'heure actuelle dans les affaires franco-françaises, c'est normal, c'est la campagne présidentielle, tout le monde s'exprime, mais pendant ce temps-là, il se passe des choses graves dans le reste du monde. Il y a quand même, qu'on le veuille ou non, ne fermons pas les yeux, des risques de conflit au Moyen-Orient, avec les menaces iraniennes d'un côté, un conflit israélo-palestinien qui ne sera pas résolu avant je ne sais quand, des islamistes qui gagnent du terrain partout, tout près de chez nous, de l'autre côté de la Méditerranée, où peut-être on va voir des dictatures islamiques prendre le relais d'anciennes dictatures. Comment vous voyez l'avenir dans notre région? Est-ce que vous êtes inquiet de voir la situation du monde évoluer de telle sorte? Est-ce que vous avez des solutions et des propositions pour régler ces problèmes? Bien sûr, je suis inquiète, comme tout un chacun, de voir que ces printemps arabes semble laisser la place à des hivers islamistes. Beaucoup d'espoir était né dans ces révolutions arabes d'accession à la démocratie, mais la démocratie peut aussi accoucher d'un totalitarisme.
Les signaux qui sont analysés aujourd'hui, que ce soit en Tunisie, en Égypte, sont des signaux inquiétants, où les femmes voient, ou s'inquiètent en tout cas, je crois à juste titre, de la régression de leurs droits, où les minorités religieuses notamment sont moins en sécurité aujourd'hui qu'elles ne l'étaient hier. Les interventions franco-américaines ou américano-françaises plutôt en Libye Et britanniques aussi. et britanniques ont été absolument déplorables dans leurs résultats, hein, puisque le peuple libyen qui était censé être libéré et la démocratie qui devait être apportée au bout des missiles de l'OTAN eh bien, a vu le Conseil national de transition en même temps déclarer la Libye libre et l'application immédiate de la charia, ce qui est parfaitement contradictoire avec tout processus démocratique. C'est pas moi qui parle d'ailleurs, c'est la Cour européenne des droits de l'homme qui a dit que la charia était incompatible avec la démocratie. Aujourd'hui, l'on ferme pudiquement les yeux sur ce qui se passe là-bas. La réalité, c'est que le camp qui a gagné est en train de massacrer le camp qui a perdu. Est-ce que dans tout cela, les droits de l'homme, la démocratie gagnent ? Je n'en suis absolument pas sûr. Alors, je crois qu'il faut revenir aux concepts qui sont que nous défendons en matière internationale. D'abord et avant tout, la diplomatie avant les armes. Parce que l'on s'aperçoit que les armes, bien souvent, apportent beaucoup plus de mal que la démocratie. Deuxièmement, la non-ingérence, parce que le respect des souverainetés des nations. Moi, je défends férocement la souveraineté française, et j'ai du travail, hein, puisqu'elle s'est affaiblie considérablement du fait de ceux qui nous ont dirigés depuis 30 ans. Mais en défendant férocement la souveraineté française, je défends aussi souverainement la souveraineté des autres nations du monde. Lorsque je défends la démocratie française, je défends aussi férocement la démocratie dans d'autres pays. Si les peuples veulent se choisir des gouvernements islamistes, eh bien, ils se choisiront des gouvernements islamistes. Je ne vois pas au nom de quel principe nous pourrions aller à l'encontre de la volonté, par exemple, des peuples tunisiens ou égyptiens. S'ils se choisissent des dirigeants, eh bien, je ne vois pas ce que nous pouvons faire. Vous le savez, la démocratie est un mauvais système, mais c'est encore le meilleur que nous connaissions. Bon. La responsabilité qui est la mienne comme candidate à la présidentielle et comme éventuellement future présidente de la République française, c'est de faire en sorte que les gouvernements islamistes qui ont été choisis par les peuples, quand ceux-ci ont pu les choisir, ne puissent pas venir au soutien de groupements politico-religieux en France qui viseraient à déstabiliser notre pays, qui viseraient à faire avancer des lois religieuses par des revendications ou par, encore une fois, des pressions de déstabilisation de telle ou telle partie de notre territoire dans le but de faire plier les lois de la République française au bénéfice de lois religieuses ou de prise en main de quartiers ou de villes par l'intermédiaire de ces groupements politico-religieux. Voilà quelle est ma responsabilité et c'est la raison pour laquelle je vous dis clairement que j'ai exprimé mon inquiétude en voyant l'énergie déployée par le Qatar notamment, tous azimuts, qui cherchent à investir, et notamment à investir massivement dans un certain nombre de banlieues françaises. Je ne veux pas faire de procès d'intention, mais gouverner, c'est prévoir, et c'est être prudent. Et je suis prudente à l'égard de ces investissements massifs du Qatar, parce que je crois que le Qatar joue un double jeu à l'égard des démocraties occidentales. Question, qui veut poser la première question? Notre consoeur allemande. Oui. Bonjour, Michaela Wiegel, Frankfurter Allgemeine Zeitung. Madame Le Pen, revenons un instant aux questions européennes. Vous avez parlé d'une sortie concertée de l'euro.
Alors, vous savez que les traités ne prévoient pas de sortie. Comment voulez-vous vous concerter et comment est-ce que vous avez pris des contacts? Parce qu'en Allemagne, il y a aussi une réflexion en cours sur une sortie coordonnée de l'euro. Comment vous vous concertez et comment vous faites avec les traités alors que vous venez de souligner votre attachement à l'état de droit? Mais je ne considère pas que les traités s'imposent à moi, madame, parce que je les pense contraires justement à la souveraineté des peuples. Je pense que, encore une fois, je le répète parce que je le répéterai 1000 fois si c'est nécessaire, je pense que ne pas préparer la sortie, l'effondrement de l'euro est une folie. Voilà. Ne pas avoir de plan B est une folie. Par conséquent, on peut tout envisager, madame, en termes de concertation des pays européens pour organiser la sortie de l'euro. On pourrait même organiser des référendums, après tout. Pourquoi n'irions-nous pas demander au peuple ce qu'ils en pensent? Est-ce que ce sont les technocrates européens qui doivent décider à notre place? Ou est-ce qu'on va définitivement redonner la parole au peuple et leur permettre de donner leur avis sur ce sujet? Vous savez pertinemment qu'en Allemagne, si on faisait un référendum sur la sortie de l'euro, eh bien, le peuple allemand déciderait de la sortie de l'euro. Je pense que si on faisait un référendum en France avec un vrai débat, comme on en a fait un pour la Constitution européenne, et non pas un débat biaisé, à coup d'anathème, en cherchant à faire peur aux Français, eh bien, probablement, le peuple déciderait également de sortir de l'euro. Alors, peut-être... Pardon? La Constitution allemande interdit un référendum, donc vous ne pouvez pas en faire. Non mais d'accord, madame, mais si ça s'effondre, on va faire quoi? Non mais je veux dire, il y a un moment donné, c'est bien d'être attaché au traité, mais il faut aussi être attaché à la réalité économique. Voilà, qu'est-ce qu'on fait? Les traités, vous me parlez des traités très bien. Moi, je m'aperçois qu'on nous a imposé en France un traité de Lisbonne contre l'avis du peuple français et qu'aujourd'hui, je vois des responsables politiques, des dirigeants expliquer qu'ils vont changer le traité, sans passer d'ailleurs par une consultation des peuples. Ah bah tiens, bah alors, on va le changer, comme ça, de votre propre chef. Bon, vous voyez bien que tout ça, ce sont en réalité de faux arguments. La réalité, c'est que si les peuples veulent sortir de l'euro, il faut sortir de l'euro parce que moi, je crois profondément à la souveraineté des peuples. Deuxièmement, je pense que quand l'euro va s'effondrer, eh ben, on aura bonne mine avec nos traités. Si on n'a pas prévu, encore une fois, des hypothèses. Et vous savez très bien, madame, qu'il y a d'un côté les irresponsables, dont fait partie le gouvernement français, et puis il y a de l'autre côté quand même des gens responsables. La Banque centrale suisse prépare l'hypothèse de la sortie de l'euro, de l'effondrement de la zone euro. La Grande-Bretagne prévoit l'effondrement de la zone euro. La Russie prévoit des hypothèses de travail de l'effondrement de la zone euro. Des grandes banques, des grandes institutions financières prévoient l'effondrement de la zone euro. Alors si nos dirigeants, si vous êtes en train de me dire que nos dirigeants allemands et français, eux, ne préparent pas l'effondrement de la zone euro, c'est qu'il est vraiment urgent d'en changer. Question de Nancy Ingduclo, NBC News. Bonjour Madame Le Pen. Bonjour. Bonjour. Je voudrais continuer sur le thème de l'immigration, s'il vous plaît. Justement, quelle place voyez-vous pour les immigrés en règle avec l'administration s'il faut avoir des quotas pour donner les places aux travailleurs français? Et que dites-vous aux Français qui ne voient pas la distinction entre les immigrés illégaux et les immigrés en règle et les enfants nés des immigrés en France? Parce qu'on voit qu'il y a un mélange de tout. Je ne crois pas ça, madame. Très honnêtement, je ne crois pas. Je pense qu'il est fait un mauvais procès à la France et aux Français. Je pense que la France est d'ailleurs le pays le moins raciste du monde. Voilà, c'est la réalité. Et par conséquent, les Français savent parfaitement faire la différence, mais surtout, ils sont conscients que l'immigration est un problème politique et économique, et qu'il serait tout à fait absurde de s'en prendre aux immigrés. Les immigrés n'ont pas de responsabilité dans la situation, ce sont les dirigeants politiques qui se sont servis de l'immigration pour des motifs peu avouables d'ailleurs, notamment celui qui consiste à peser à la baisse sur les salaires. Parce que soyons bien conscients que si on continue à faire entrer 200 000 immigrés légaux dans notre pays alors qu'on a 5 millions de chômeurs, c'est quand même qu'il y a un objectif.
quand le MEDEF, qui est le représentant du grand patronat français, réclame toujours plus d'immigration, c'est qu'il y a un objectif. Je me souviens avoir vu, puisque les syndicats allemands, qui sont beaucoup plus lucides que les syndicats français, ou peut-être moins vendus, ça c'est possible, et qui se plaignaient à juste titre lorsque Mme Merkel a annoncé qu'elle allait faire ouvrir plus les portes à l'immigration. Les syndicats allemands ont dit mais c'est scandaleux, parce qu'en réalité vous cherchez à récupérer de la compétitivité en utilisant l'immigration pour peser à la baisse sur les salaires. Bon, tout ça nous le savons bien, donc il ne faut pas se raconter, si vous voulez, deux coups. Donc les Français sont parfaitement conscients de la différence qui existe entre les étrangers en situation illégale, les étrangers en situation légale et les Français d'origine étrangère. Et je vais leur donner les moyens, d'ailleurs, à ces Français d'origine étrangère de se sentir totalement français, puisque c'est vrai qu'ils peuvent être victimes de temps en temps d'un certain nombre d'amalgames. Ma méthode, c'est la préférence nationale, c'est-à-dire la priorité nationale. La priorité nationale, c'est un protectionnisme social qui consiste à donner à compétence égale une priorité dans l'accès à l'emploi aux Français en France. Cette priorité nationale, contrairement à ce que dit le ministre de l'Intérieur français, M. Guéant, qui soit n'a rien compris, soit ment, va bénéficier à tous les Français. Voilà, à tous ceux qui ont la petite carte gris-bleu dans la poche et qui s'appelle une carte d'identité française. Quant aux immigrés en situation légale, je vais leur dire clairement que s'ils sont au chômage de longue durée, nous ne pourrons pas continuer à leur réitérer un droit de séjour. Parce qu'il est évident que nous ne pouvons pas prendre en charge indéfiniment, en quelque sorte, une situation de chômage. Je mettrai en place également une politique dissuasive d'immigration. Je ne pense pas qu'on puisse régler le problème de l'immigration en multipliant les charters. À partir du moment où on laisse la France être le pays le plus attractif d'Europe pour des étrangers qui y entreraient, eh bien, tout à fait évidemment, on crée une incitation permanente à la venue dans notre pays d'immigrés, notamment d'immigrés clandestins. Donc j'expliquerai clairement aux immigrés clandestins qu'ils n'ont aucune chance d'être régularisés s'ils sont clandestins sur le territoire, ce qui évidemment les incitera à ne pas venir. J'expliquerai qu'on ne deviendra pas automatiquement français lorsqu'on est étranger en France, parce qu'il n'y a pas d'automaticité en matière d'acquisition de la nationalité française. Et surtout, je réserverai toute une partie des aides sociales qui sont payées par les Français aux Français, parce que nous n'avons plus les moyens de la générosité qu'ont mis en place les gouvernements successifs avec l'argent que nous n'avions pas. Ainsi, je vais supprimer l'aide médicale d'État qui aujourd'hui est évaluée entre 700 millions et 1 milliard par an et qui ne cesse d'augmenter. Nous reverrons les règles du droit d'asile qui, en réalité, est utilisé aujourd'hui pour nourrir une immigration beaucoup plus économique qu'une immigration fondée sur des raisons de persécution politique. Je mettrai fin à l'immigration sanitaire, parce qu'aujourd'hui, nous sommes confrontés à une difficulté avec la multiplication de l'immigration sanitaire. Je le ferai dans le cadre du respect des hommes, parce que moi, je respecte les hommes, je respecte les droits, mais je serai élu, si je le suis, pour protéger le peuple français et assurer à mon peuple une prospérité. Investisseurs. Excusez-moi, vous pouvez parler dans votre micro? Oui, pardon, excusez-moi. Avec cette idéologie, je ne vois pas la place dans votre programme pour encourager les investissements en France. Ça veut dire que vous n'avez plus besoin... Excusez-moi, madame, mais quel est l'intérêt entre les investissements en France et l'immigration? Les investissements en France, ils se font sur en raison de plusieurs critères. D'ailleurs, des investissements dans un pays quel qu'il soit se font en vertu de plusieurs critères. Est-ce qu'on est un État de droit ou pas? Ça, c'est très important pour les investissements économiques. Est-ce que les travailleurs sont bien formés ou mal formés? Très important aussi sur le plan économique. Quel est le coût du travail?
existe-t-il une sécurité fiscale? Et ça, il y a beaucoup à en dire. D'ailleurs, parce que je pense que c'est un des handicaps importants aux investissements étrangers en France, c'est qu'on vit dans une insécurité juridique, dans une insécurité fiscale majeure. Hein. On vous dit investissez là, il n'y a pas d'impôts, puis 2 mois après on vous dit ah ben si, pour finir il y a des impôts, etc. Bon, donc les investisseurs ne savent jamais à quelle sauce ils vont être mangés parce qu'il n'y a pas de continuité fiscale en France, il n'y a pas de sécurité fiscale en France. Les choses changent en permanence et c'est vrai que ça, je pense que c'est un problème majeur. Les investisseurs étrangers viennent en France en fonction aussi des perspectives économiques que leur apporte le marché intérieur éventuellement français. Or aujourd'hui, celui-ci est en voie de rétractation à cause de la rétractation du pouvoir d'achat et une des mesures, la mesure de 200 € supplémentaires sur les salaires jusqu'à 1,4 fois le SMIC, a vocation aussi à desserrer, si vous voulez, cette rétractation du pouvoir d'achat qui est très mauvais et qui est, dont la conséquence va être la récession économique. Mais je ne crois pas très honnêtement que les investissements étrangers se fassent en fonction du taux d'immigration dans un pays. 5 questions qui nous arrivent. Alors, d'abord, Steve Erlanger, qui est de New York Times, puis après, ce sera monsieur, madame et 2 messieurs. Merci, Steve. madame. Je suis monsieur Erlanger. Bonjour. De New York Times, je suis un étranger en France. Je suis désolé, mais je suis... Mais monsieur, ça ne me pose absolument aucun problème. Je suis légal, j'assure. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'étrangers en France. C'est Ça n'a une pas de blague, madame. sens. C'est simplement une blague. Une question, c'est la question de le pouvoir d'État et la taille d'État. En France, l'État représente peut-être 57% de PIB chaque année. C'est très grand par comparaison avec les autres pays de zone euro et aussi le monde. C'est un problème pour vous? C'est bon? C'est l'État qui protège? Qu'est-ce que vous pensez de cet État? C'est trop grand? C'est non? Qu'est-ce que vous pensez? Merci. Je sais, monsieur, que de manière générale, les anglo-saxons regardent souvent avec étonnement la France, la spécificité française. Et la relation très forte qui existe entre les Français et leur État. Et cette relation très forte qui existe entre l'État et la nation française. C'est l'exception française. On peut le dire, c'est une exception en même temps historique, politique et économique. Moi, je suis profondément attaché à un État fort que je détermine comme un État arbitre et un État stratège. L'État est là pour mettre en place, non pas pour diriger l'économie, hein, ça c'est les communistes, moi je ne suis pas communiste, mais pour mettre en place les règles du jeu. Il n'y a pas un seul jeu au monde où il n'y ait pas de règles. Pas un. Et par conséquent, je pense que le jeu économique, lui aussi, exige des règles et que l'État est là pour éviter les dérives, pour éviter les abus, pour mettre en place les conditions de développement de l'économie libre dans un pays. Il est là pour faire respecter une concurrence saine, mais une concurrence régie, encore une fois, par des règles de loyauté, des règles d'honnêteté. Il est là également pour avoir une vision stratégique à long terme. Or, il m'apparaît que, par exemple, l'existence des services publics et la mainmise de l'État sur un certain nombre de secteurs stratégiques comme l'énergie sont absolument essentiels pour assurer notre indépendance nationale, pour que ces éléments d'indépendance ne tombent pas entre les mains peut-être de puissances économiques étrangères, hein, ce qui serait dangereux pour notre liberté de pays, et pour assurer également l'égalité dans l'accès à un certain nombre de services entre les Français.
C'est ainsi que l'énergie doit, à mon avis, être détenue par l'État. Bon. Je vous donne un exemple très simple. Le pylône qui tombe au milieu qui apporte l'électricité qui tombe au milieu de la montagne, ou le téléphone, si c'est une entreprise privée, elle va très vite faire le calcul et dire, pour moi, c'est pas rentable d'aller dépenser 1,5 million d'euros pour remettre ce pylône, alors que il y a 10 habitations dans la montagne. Bon. Eh bien, ce concept de rentabilité, qui est un concept évidemment intrinsèque au privé, je crois, ne doit pas être la ligne de conduite, en l'occurrence, de l'État quand il s'agit des services publics. En revanche, l'État doit être attentif à ne pas dépenser de manière insensée l'argent que les Français lui confient et qu'ils ont de plus en plus de mal, il faut bien l'admettre, à lui confier. C'est la raison pour laquelle, dans mon projet, il y a toute une série d'économies mais également une série de budgets qui dépendent de l'État et qui augmentent parce que je pense que la justice, par exemple, doit effectivement dépendre, être réévaluée, par exemple, dans le budget qui lui est accordé. Parce que s'il n'y a pas de justice, il n'y a pas de sécurité. S'il n'y a pas de sécurité, c'est l'anarchie. S'il n'y a pas d'anarchie, c'est évidemment les plus faibles qui en seront les premières victimes, pas les plus forts, qui, eux, peuvent bénéficier, par exemple, d'une sécurité privée. Voilà. Voilà un petit peu je vous ai brossé un petit peu le rôle que je veux faire jouer à l'État. C'est un peu l'État gaulien, honnêtement. Hein. Pour essayer de résumer, c'est vraiment la vision que le général de Gaulle avait du rôle de l'État. Oui, question ? À propos des Frédéric Castel, BBC World Service, à propos des 500 signatures, est-ce que vous voyez un verrouillage croissant du pouvoir vis-à-vis de votre candidature? Et que ferez-vous si vous n'arrivez pas aux 500 signatures? Et avez-vous une solution, Madame Le Pen? Alors, si je puis me permettre, puisque je suis devant une assemblée de journalistes étrangers, je vais prendre une petite minute pour vous expliquer tout de même l'origine du système des parrainages de maires, auquel le général de Gaulle était d'ailleurs très opposé. Le général de Gaulle voulait que les Français puissent voter le suffrage universel direct et élire le président de la République au suffrage universel direct. Mais comme en France, le financement des campagnes est en partie remboursé par l'État, il fallait éviter ce qu'on appelle les candidatures fantaisistes ou les candidatures cupides qui n'existeraient que pour, en réalité, se faire connaître ou bien récupérer de l'argent. On a commencé par mettre 100 signatures, puis on a rendu ces signatures publiques alors qu'elles ne l'étaient pas, c'est-à-dire qu'on a publié le nom des maires qui parrainait les candidats, puis on est passé à 500 signatures, et ça, je vous le dis clairement, c'est la jurisprudence Le Pen, puisque c'était évidemment pour empêcher Jean-Marie Le Pen de pouvoir être candidat à l'élection présidentielle. Mais au fur et à mesure du temps, ce simple acte administratif, qui avait pour vocation d'écarter les candidatures fantaisistes, s'est transformé progressivement, sous la pression des politiques, mais aussi un peu de la presse, il faut bien le dire, en un soutien des maires à tel ou tel candidat. Ce qui est une dénaturation totale de cette procédure. Alors évidemment, le changement de la nature de cette procédure rend la publicité du nom des maires beaucoup plus problématique, parce qu'on en arrive aujourd'hui quasiment à une sorte de vote public censitaire, un vote public de grands électeurs qui devrait précéder le vote direct des électeurs français. La publicité du nom des maires n'apporte rien. Elle apporte juste la possibilité à tel ou tel conseil général, à tel ou tel conseil régional, à tel ou tel responsable politique de faire pression ou de critiquer les maires de petites communes qui aujourd'hui ne voient pas pourquoi ils prendraient le risque de se faire critiquer ou de devoir subir une mesure de rétorsion en matière de subvention et donc sont en grève des parrainages, pour moi mais aussi pour d'autres. Bon. Cette situation a été aggravée par l'obligation qui est faite aujourd'hui aux communes d'appartenir à une communauté de communes ou à une communauté d'agglomération.
Parce qu'on a créé une hiérarchie au-dessus de la petite commune qui fait qu'elle a beaucoup moins d'autonomie qu'elle n'en avait avant. Donc les maires prudents disent ben moi je ne veux pas prendre de risques. On en arrive à une situation où une candidate qui a 21,5% à quasi-égalité avec le président sortant dans les intentions de vote risque de ne pas être candidate à l'élection présidentielle. Le pouvoir politique... Il y a un risque sérieux? Oui, il y a un risque sérieux, bien sûr. La dernière fois, en 2007, nous en avons déposé 507. Or, la situation est plus difficile aujourd'hui qu'elle ne l'était en 2007. Et elle était plus difficile en 2007 qu'elle ne l'était en 2002. Ce que je tiens à vous dire tout de même, pour être complet dans ma démonstration, c'est que j'entends souvent, avec une mauvaise foi particulière, un certain nombre d'observateurs politiques nous expliquer que « Ah bah oui, mais ah bah tant pis, hein, qu'est-ce que vous voulez ? Si le Front National n'a pas assez d'élus pour le parrainer, bah c'est tant pis pour lui, il n'a qu'à investir, etc. » Bon, je tiens à vous dire que c'est faux. Si nous n'avons pas assez d'élus pour couvrir tranquillement ces 500 en parrainage, c'est parce que les modes de scrutin qui sont appliqués en France sont des modes de scrutin antidémocratiques. Parce qu'avec 15 à 20% des voix, le Front National a 0 député. Parce qu'avec 15 à 20% des voix, le Front National, compte tenu des modes de scrutin, a 0 conseillers généraux. Bon. Or, et n'a que 120 conseillers régionaux. S'il existait dans notre pays la proportionnelle, nous aurions 1000 ou 1500 élus qui pourraient signer sans difficulté pour le candidat. Bon. Donc nous sommes victimes de la double peine, enfin en l'occurrence ce sont les Français qui sont victimes de la double peine. Alors pour répondre à votre deuxième question, si les responsables politiques ne veulent pas prendre leurs responsabilités, et notamment accepter l'anonymat des parrainages, qui encore une fois n'apporte strictement rien, eh bien ils assumeront aussi les conséquences des risques qu'ils prennent. Je ne peux pas imaginer, je ne peux pas vous répondre, je ne peux pas imaginer ce qui se passerait si je ne pouvais pas être candidate à l'élection présidentielle. Je ne peux pas imaginer comment les électeurs, mes électeurs réagiraient. Il est sûr, il y a une chose qui est sûre, c'est d'abord l'image de la France en serait très profondément abîmée dans le monde. Parce que nous sommes un pays dont vous savez, les uns et les autres, qu'il aime à aller donner des leçons aux autres. On donne des leçons en permanence à la terre entière, et notamment des leçons de démocratie, sans trop d'ailleurs regarder devant notre porte. C'est un peu la papaye et la poupoutre. Bon. Mais là, il est sûr que j'imagine que le jugement qui serait porté sur la France serait un jugement dramatique et que les valeurs de liberté et de démocratie que nous avons par le passé exportées et que nous continuons à faire poussivement, il faut bien le dire, compte tenu de notre situation, seraient parfaitement atteintes par cela. Et puis sur le plan politique, je vais vous résumer très clairement la situation. Nicolas Sarkozy, qui a le pouvoir de faire changer ce processus de parrainage des maires et qui ne veut pas le faire, doit savoir que si je suis présente dans cette élection présidentielle, il y a de grandes chances pour qu'il ne soit pas au second tour. Mais que si je ne suis pas présente, c'est une certitude qu'il perdra l'élection. Ça n'est plus un risque, c'est une certitude. Si l'on m'empêche d'être candidate à l'élection présidentielle, avec une certitude absolue, je peux vous dire que Nicolas Sarkozy ne sera pas le prochain président de la République française. Parce que les électeurs du Front National, spontanément, se vengeront probablement sur celui qu'ils considèrent comme responsable de ce déni et ce scandale antidémocratique. Madame Attendez. La stampa, il y a madame qui est déjà avant, et la stampa ensuite. Nos amis italiens. Bonjour, Scheherazade Dinescu, Financial Times. Combien de ces 5 millions chômeurs sont des immigrés? Parce qu'on sait que le chômage entre les non-français est très élevé. Oui, on Et sait. aussi, excusez-moi, deuxièmement, vous avez parlé de Qatar et ses investissements, vous avez parlé d'un double jeu. Est-ce que vous pouvez expliquer, s'il vous plaît, ce que vous voulez dire? Pour le Qatar, oui, d'accord. Oui, Qatar. Je ne peux pas vous dire parce que vous savez qu'en France, il y a des statistiques qui sont interdites. On ne peut pas faire un certain nombre de statistiques.
au motif que ces statistiques seraient discriminatoires, stigmatisantes, etc., etc. Les seules statistiques qui ont été faites permettent de dire que, effectivement, le taux de chômage chez les étrangers en France est plus important, presque le double, du taux de chômage des Français en France. Bon. Ce qui rend d'ailleurs l'analyse que je faisais tout à l'heure parfaitement de bon sens. À partir du moment où il y a déjà un grand nombre d'étrangers en France qui n'ont pas d'emploi, continuer à en faire entrer est une absurdité. Vous voyez, ça me paraît d'une logique absolue, mais je crois que ceux qui nous dirigent ne doivent pas avoir la même logique que la mienne. Bon, ça c'est la réponse à votre première question. Deuxièmement, le Qatar. Quand je vous dis que je dis clairement qu'il m'apparaît à l'analyse géopolitique de ce qui est en train de se passer que le Qatar effectivement joue un double jeu. Le Qatar cherche à prendre le leadership dans la région. On ne peut pas lui reprocher cela, et il cherche à le faire par l'intermédiaire de sa puissance financière incommensurablement non proportionnelle avec sa grandeur. Hein, parce que c'est vrai que c'est un tout petit pays, mais qui dispose proportionnellement d'une puissance financière qui est absolument considérable. Bon. Or, je dis que le Qatar est intervenu au soutien d'un certain nombre de groupements islamistes, notamment dans les différents printemps arabes, et qu'il cajole, il se présente aux démocraties occidentales comme étant un pays éclairé qui n'aurait aucun contact ni de près ni de loin avec des groupements fondamentalistes. Or, incontestablement, quand il fait cela, il joue un double jeu. Il joue un double jeu. Et les investissements massifs qu'il fait en banlieue, je le crois, sont faits à raison de la proportion très importante de musulmans qui sont dans les banlieues françaises. C'est donc très critiquable, parce qu'on laisse un pays étranger choisir des investissements en fonction de la religion de telle ou telle partie de la population française ou de territoire français. Je pense que cette situation est à terme peut-être dangereuse, et le simple fait qu'elle puisse être dangereuse mérite qu'on s'y attache. Est-ce que vous... Ah oui, je vous dis très honnêtement, hein, la manière dont le Qatar investit de manière extrêmement visible d'ailleurs, parce qu'il n'investit pas dans des choses qui ne sont pas visibles, il n'investit pas dans des petites PME, PMI, de l'économie française innovante, non, il investit dans ce qui se voit, hein. Là où il y a les maillots, avec bien marqué dessus que c'est bien le Qatar qui que, cette situation commence à défriser un nombre de plus en plus important de Français. Oui, ça me gêne, effectivement, que le Qatar ait acheté le Paris Saint-Germain, je vous le dis. Alors, juste dans le prolongement de la question de ma consoeur du Financial Times, avant de passer la parole à nos amis de la Stampa, est-ce que vous mettriez le Qatar au même niveau que l'Arabie Saoudite, qui est souvent qualifiée d'avoir un jeu insidieux? Oui. Oui. Ok. Stampa. Alberto Mattelli de la Stampa italien. Bonjour madame. Deux questions très rapides. Est-ce que vous êtes encore favorable au rétablissement de la peine de mort en France? Deuxième question, est-ce que vous pensez que la société française soit vraiment prête pour un chef d'État femme? Merci. Pardon? Pour avoir un chef d'État qui soit femme. D'accord. Alors, je vais commencer par répondre à votre deuxième question, parce qu'il n'y a pas que des mauvaises nouvelles. Oui, je crois. Enfin, en tout cas, c'est ce que disent les intentions de vote. Je crois qu'il y a 91% des Français qui ne voient aucun inconvénient à ce qu'une femme soit présidente de la République française. Il aurait été étonnant d'ailleurs qu'il en soit autrement, parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, vous avez me traité de chauvine, mais c'est pas grave, je prends ça pour un compliment. Comme je vous ai dit tout à l'heure que je pense que la France est un des pays les moins racistes du monde, je pense que c'est aussi un des pays les moins sexistes du monde. Bon, allez, ceci étant dit, sur la peine de mort, j'ai une position extrêmement claire. Je pense que la suppression de la peine de mort a en réalité entraîné, par un effet mécanique, l'effondrement de l'échelle des peines en France. Cette suppression de la peine de mort avait été imposée aux Français, je dis imposée parce qu'on ne leur a pas demandé leur avis, avec l'idée que la contrepartie serait la réclusion criminelle à perpétuité.
telle qu'elle existe, par exemple, aux États-Unis, c'est-à-dire réelle. Vous voyez, la perpétuité, la vraie perpétuité, pas la perpétuité de 30 ans. Bon, hein, on parle français. En réalité, la perpétuité réelle en France n'existe pas. Le maximum, c'est 30 ans. Et encore, c'est extrêmement rare. Et tout cela a fait baisser l'ensemble de l'échelle des peines en ne nous permettant plus aujourd'hui d'avoir un arsenal de peines qui soit à la hauteur des crimes que l'on est censé combattre. Mais je sais que la peine de mort fait appel, au fond de chacun, à des considérations qui ne sont pas uniquement des considérations de pragmatisme politique, qui sont aussi liées à des considérations de droits de l'homme, qui sont liées à des considérations aussi parfois religieuses. Par conséquent, je n'imposerai rien en la matière et j'organiserai un référendum où je demanderai aux Français leur avis entre la peine de mort et la mise en place de la perpétuité réelle, c'est-à-dire la réclusion à vie, voilà, pour remonter l'échelle des peines. Et ainsi, chacun aura le droit de s'exprimer dans le cadre de ce qui m'apparaît comme important dans le cadre de l'arsenal de lutte contre la criminalité. Alors, on a le temps de prendre 2 dernières questions. Alors, mon confrère de ABC News, et puis une dernière qui sera le volontaire pour la dernière question, monsieur. Voilà. OK, Christophe. Bonjour Madame Le Pen. Bonjour. Nous sommes à 100 jours de l'élection présidentielle. Comment est-ce que vous voyez les 100 jours qui viennent pour vous, pour la campagne? On a eu les petites phrases déjà qui ont commencé à apparaître. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit bilan, enfin, pas un bilan, mais votre vision sur les 100 prochains jours? Candidat à la présidentielle, s'ébattent dans la cour de récréation de primaire, ce serait peut-être bien qu'il passe en secondaire, vous voyez. Parce que c'est vrai que le niveau est tout de même relativement bas. Mais je pense que c'est voulu. Contrairement à ce qu'on dit, je pense qu'il s'agit là d'une véritable stratégie. Vous avez remarqué avec moi quand même qu'il y a quand même un problème majeur. Il n'y a pas de projet. Ni de la part de M. Hollande, ni de la part du non-candidat Nicolas Sarkozy. Alors l'UMP, il n'y a pas de candidat, pas de projet, pas de chiffrage. Le PS a un candidat, mais pas de projet, pas de chiffrage. Il n'y a que moi qui, en réalité, soit candidate avec un projet et un chiffrage. Ils ne veulent pas rentrer dans le dur. Ils ne veulent pas rentrer dans le dur du projet. Et il faut bien, par conséquent, qu'ils organisent stratégiquement un théâtre d'ombre qui consisterait à montrer qu'ils se combattent. Ah, regardez, on se combat. Mais comment on ne peut pas se combattre avec des idées? Ben, on se combat avec des insultes. On voit bien que la stratégie de Nicolas Sarkozy et de M. François Hollande, c'est de lancer des petites idées en l'air. Alors, il lance ces idées en l'air, on ne sait pas où elles retombent d'ailleurs. En général, elles ne retombent jamais. Ils lancent une idée, puis ils la contredisent immédiatement dans les 2 jours qui viennent. Au sein de leur propre parti, ils organisent l'opposition à eux-mêmes. Ils lancent une idée, il y a la moitié du... M. Hollande lance une idée, la moitié du PS est pour, la moitié du PS est contre, et ce qui reste, bien au contraire. À l'UMP, c'est pareil. Quelle que soit l'idée qui est lancée, il y a les pour, les contre, et bien au contraire. On voit bien qu'ils refusent la transparence. Ils ne veulent pas que les Français puissent se saisir de ce débat de la présidentielle, puissent se saisir des enjeux fondamentaux qui sont contenus dans cette présidentielle et qui sont beaucoup plus importants que pour n'importe quelle autre présidentielle passée. Parce que nous sommes face à la croisée des chemins. Nous sommes face à un véritable choix de modèle économique. Est-ce qu'on continue dans l'ultralibéralisme, dans l'avancée vers le fédéralisme européen, avec ses conséquences, prise en charge, multiplication des plans de renflouement, disparition de la souveraineté nationale, soumission de nos budgets, donc disparition de la démocratie. Quoi qu'on en pense, parce que le consentement à l'impôt, c'est le fondement de la démocratie. S'il n'y a plus de consentement à l'impôt à donner, si ceux-ci sont décidés par la Commission, eh bien, par définition, il n'y a plus de démocratie en France. Donc ça, c'est où le retour à la nation, à la souveraineté, au patriotisme économique, au protectionnisme intelligent, etc. Vous voyez bien qu'il y a 2 voies, il n'y en a pas 50, il y a 2 voies. Mais ils ne veulent pas que les Français voient qu'il y a 2 voies. Alors, encore une fois, ils s'agitent un peu dans tous les sens pour créer de la fumée qui est censée cacher le véritable enjeu de cette présidentielle. Moi, quand le président de la République, permettez-moi, j'en terminerai à votre question, indique qu'il va rentrer en campagne, enfin en tout cas son entourage, entre le 6 et le 15 mars, 1 mois, 5 semaines avant l'élection présidentielle.
Mais je trouve ça profondément déloyal. Et profondément déloyal. Et profondément malhonnête. Et profondément irrespectueux. Quel est l'objectif? De prendre le peuple français par surprise? Pour qu'il n'ait pas le temps de regarder les propositions et le projet de Nicolas Sarkozy? Alors que la dignité d'une campagne présidentielle, c'est au contraire que tout soit mis sur la table, que les Français aient le temps de regarder, d'analyser, de se faire une opinion, de jauger, puis de juger les projets de chacun des candidats. Eh bien, la seule candidate, il faut bien le dire, qui est dans cet état d'esprit, c'est moi. Une dernière question. La RAI. Bonjour, je suis Alberto Romagnoli de la RAI, la télé italienne. Vous savez, dans notre pays, il y a souvent des gouvernements de coalition. Alors, on dit, vous n'arrivez pas enfin au deuxième tour. Et Sarkozy vous demande, donnez votre aide pour gagner. Et en échange, je vous donne 20 députés ou un ministre pour le Front National. Quelle est votre réponse? Écoutez, je vais vous dire très honnêtement, quand je serai président de la République, je ne prendrai pas Nicolas Sarkozy dans mon gouvernement. Bon, voilà. Merci à Marine Le Pen d'avoir accepté de venir dans notre European American Press Club, d'avoir répondu à vos questions. Vous allez dans la salle maintenant? Oui. Ouais. Je m'excuse d'être un peu... Merci beaucoup. Oui. Non, mais il faut... Très sympathique.